conserver vos applaudissements pour accueillir Jacques Attali, qui nous rejoint à l'instant. Merci. Je n'ai rien préparé. Je suis très ennuyé d'être là ce soir parce que je ne suis pas d'accord avec le moindre mot de ce qui vient d'être dit par Jérémy. Et ça m'ennuie de le dire ainsi alors qu'il n'est pas là. En général, je suis plus souvent d'accord avec lui qu'avec ce que je viens d'entendre. Donc je vais essayer de modérer mes critiques parce que c'est très déplaisant de critiquer quelqu'un qui n'est pas là pour vous répondre. Mais je n'ai pas du tout la même vision de l'avenir que lui. Et j'ai l'impression que l'avenir qu'on vous a présenté, c'est exactement l'avenir d'avant-hier. D'abord parce que, évidemment, les industries traditionnelles vont rester pendant très longtemps très dominantes. 95% du commerce mondial se fait par bateau et par container, et pas par l'opération du Saint-Esprit. Et ça a vocation à durer et à rester comme ça. Nous allons passer d'une population de 7 milliards à une population de 9 et 10 milliards. Il va falloir les nourrir, il va falloir les loger, il va falloir les transporter. Il va falloir les soigner, les éduquer, ça n'a rien à voir avec l'Internet des objets, contrairement à ce qui vient d'être dit. Donc il y a une économie de fond qui est très historique, qui va rester là et qu'il va falloir remplir. Et qui va exiger des réformes dont je vais parler tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec ce qui vient d'être dit. Deuxièmement, je ne crois pas du tout qu'on soit passé de la première à la deuxième ou la troisième révolution industrielle, parce que les révolutions industrielles, à l'intérieur du capitalisme, elle ne commence pas au XVIIIe siècle, elle commence au XIIe siècle, avec le gouvernail des tambours et avec toute une série d'autres révolutions aussi importantes que celles qui vous ont été énoncées, qui sont la comptabilité en partie double, l'imprimerie, qui en passant était quand même beaucoup plus important que tout ce qu'on a entendu, et bien d'autres choses qui ont marqué les siècles depuis le XIIe, dont le XVIIIe et le XIXe ne sont que des appendices parmi d'autres. Ce qui me gêne le plus avec ce qu'on vient d'entendre, c'est que c'est une rationalisation qui nous permettrait voudrait nous faire croire que l'Internet des objets, c'est le fin du fin pour l'avenir et que c'est le monde idéal. Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est très dangereux et faux. D'abord parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer, qui vont rester. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Ensuite, cette technologie-là n'est qu'une au passage dans une immense vague de mouvements de progrès techniques qui vont arriver. L'Internet des objets, qui est déjà largement derrière nous, va être dans le contexte même d'Internet balayé par bien d'autres choses, comme le parallel processing, le web sémantique et bien d'autres dimensions, puis avec d'autres choses qui vont arriver, qui sont les biotechnologies, qui dépendent de ça, mais pas que de ça, qui sont les nanotechnologies, qui dépendent de ça, mais pas que de ça, qui sont bien plus importantes que l'Internet des objets dans la transformation de bien des choses, et qui sont les neurosciences, qui sont certainement la dimension la plus importante de ce qui nous attend dans les décennies à venir, dans lequel on regardera l'Internet des objets comme ou l'instrument le pire de la dictature, je vais y revenir pourquoi, ou une technologie de passage anachronique dès aujourd'hui. Avant de venir à ce sujet, je voudrais juste faire une remarque en passant. Jérémy a à juste titre parlé de la musique comme annonciatrice des changements. Et il y a très longtemps que j'ai écrit un livre et j'ai toujours pensé que la musique était annonciatrice des changements et qu'il fallait regarder la musique pour comprendre ce qui allait se passer. Donc en effet, quand le peer-to-peer est apparu, il était évident que l'économie collaborative était là, mais je vous rappelle que le peer-to-peer en musique, c'est il y a 30 ans. Donc ce n'est pas vraiment nouveau, cela. Et il faut se rappeler que le peer-to-peer en musique a été en musique dépassé par beaucoup de choses depuis, qui nous disent beaucoup de choses sur ce qui va arriver. D'abord, il y a eu cette bataille pour savoir si le peer-to-peer allait être récupéré, avec la possibilité de contrôler, avec un machin qui existe encore d'ailleurs en France, qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'ai oublié, enfin, peu importe, qui tentait de nous surveiller, mais n'oubliez pas ça. Et puis, on s'est rendu compte en effet que la musique, les gens n'étaient plus décidés à en acheter et qu'ils se la passaient les uns les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait en musique? C'est qu'en effet, les gens ne sont pas prêts à acheter, comme il a été dit. Mais ils sont prêts à dépenser de l'argent, pourquoi? Pour aller au concert. Et ça, c'est très important. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour aller au concert et ils sont prêts à dépenser de l'argent pour faire de la musique, pour en faire eux-mêmes. Parce qu'en fait, très profondément, ce qui est en train de se jouer dans cette dimension de la longue histoire, c'est que le capitalisme, c'est un mécanisme de répartition de la rareté.
comme la démocratie d'ailleurs, qui sont des mécanismes de répartition de la rareté. Et pour répartir de la rareté, il faut que les choses soient rares. Mais si vous regardez les évolutions technologiques, et dont d'ailleurs Jérémy en a rappelé certaines dimensions, il y a des tas de choses qui sont en train de devenir plus rares du tout. Bon, l'énergie, ça devient plus rare. Non seulement parce qu'il y a de nouvelles technologies comme celle qu'il a évoquées, mais aussi parce que le pétrole devient plus rare, parce que l'horizon s'éloigne à chaque fois. Et donc, il n'y a pas de rareté des matières. Elles sont très loin devant ces raretés. Et elles sont toujours loin, parce qu'il y a toujours un progrès qui vient de les dépasser. La deuxième chose, le deuxième élément qui est constitutif des activités économiques qui est rare, ou qui pourrait être rare, c'est la forme, les idées. La matière et la forme, l'énergie et l'information sont les deux composants de toute chose. L'information pourrait être rare. Mais en réalité, l'information n'est pas rare. Parce que si je prends un verre d'eau et que je vous le donne, je ne l'ai plus, donc c'est rare. Mais si je prends une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Et donc l'information n'est pas rare. Elle peut être rendue artificiellement rare, provisoirement, par les brevets ou par des mécanismes de contrôle, mais elle n'est pas rare. Je vais revenir sur la façon dont on essaie de la rendre rare. Elle n'est pas rare. La seule chose qui est vraiment rare, c'est le temps. Nous vivons un temps extrêmement bref sur cette planète. C'est la seule chose qui soit rare. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à dépenser une fortune pour aller au concert. Parce que c'est du temps. Du temps qui a de la valeur parce qu'on passe du temps avec un artiste. Ça a de la valeur. Et si vous regardez bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui nous est raconté. C'est un basculement vers un meilleur usage du temps. L'économie collaborative, c'est une économie qui nous permet de faire une économie du temps. Un meilleur usage du temps. Et ce qui nous amène à éviter des contresens. Par exemple, quand on nous explique, comme tout à l'heure, que la voiture sans conducteur va permettre de mieux se transporter, etc. Ce n'est pas le sujet. La voiture sans conducteur va permettre d'abord d'avoir un autre usage du temps que la mobilité. Ce n'est pas un sujet de mobilité, la voiture sans conducteur. C'est un permettre de récupérer ce temps affreusement perdu, qu'on regardera dans un siècle comme une absurdité, le temps de transport, qui ne doit plus être perdu, qui doit être utilisé pour autre chose, pour se former, pour dialoguer, pour créer, pour réfléchir, pour dormir, pour méditer, pour faire quelque chose qui ait du sens. Parce qu'une vraie vie qui a du sens, c'est une vie dans laquelle le temps est plein, réel, créatif. Et c'est ça la grande tendance lourde. C'est donner du sens au temps. Parce que c'est la seule chose vraiment rare que nous avons à vivre et que nous avons à transmettre. Et toute la société, toute l'humanité est tournée autour de donner du sens au temps. Le temps qu'on vit nous-mêmes, le temps qu'on laisse aux autres, le temps qu'on transmet. Au passage, je ne crois pas un mot, je ne suis pas hostile à ce qu'on dit sur le climat, je suis très sceptique. Les modèles me paraissent faux. Il est clair qu'il y a des modifications climatiques, mais la corrélation n'est pas causalité. Je vois bien les modifications climatiques, mais la relation avec les activités humaines, je suis sceptique. C'est peut-être vrai, agissons comme si c'était vrai, et ce n'est pas plus mal que de réduire l'émission climatique. Mais qu'on ne nous raconte pas que ça nous ramène à 60 millions d'années. Rappelez-vous d'où vient le mot Groenland. Il n'y a pas si longtemps que le climat était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et pas pour les activités humaines. Et puis d'autre part, quand vous regardez ce qui se passe au Canada ou ce qui va se passer en Sibérie, l'évolution climatique est bénie du Dieu pour une grande partie de l'humanité, parce qu'elle va libérer des terres agricoles au Canada, elle va libérer la Sibérie d'une grande partie de ses contraintes, et d'ailleurs créer dans cette région une zone géostratégique absolument majeure de bataille entre la Chine et la Russie. Donc il faut bien regarder ces choses autrement qu'avec un tout petit œil. Il se passe beaucoup d'autres choses. Sur revenir sur l'Internet des objets et sur ce qui s'y joue. En réalité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que dans le contexte d'Internet, il y a une tentative extraordinaire, presque au sens grec du fatalisme, de prendre le contrôle sur nos vies. Qu'on ne nous raconte pas qu'Internet, c'est le lieu de la gratuité. Internet, c'est le lieu du monopole. Internet fabrique des monopoles. GAFA, c'est un monopole. Et c'est un monopole qui tient en permanence sur l'obsession de rester un monopole parce que winner take all, et il faut absolument le rester, quitte à acheter des entreprises pour tenir ce monopole. Pourquoi ? Parce qu'il faut à tout prix créer les conditions de la bataille qui se joue en ce moment sur la propriété des données. Internet ne tue pas le capitalisme, il l'invente autrement. Jérémy a parlé de toutes ces possibilités d'échanger des données, etc. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui possède ces données. Nous sommes dans la situation extraordinaire de produire, nous, des données, ce sont des éléments de notre propre vie,
et de les donner gratuitement. Nous les donnons. Et en échange de ces données, nous recevons une aumône, qui est l'accès à Google ou l'accès à différents services. Nous recevons une aumône en échange de nous-mêmes. Et nous remercions de l'aumône que nous recevons. Et pire encore, en échange de cette aumône, qu'est-ce qu'on va nous donner ensuite? On va nous donner accès à des données sur nous-mêmes, qui vont nous permettre de mieux contrôler notre santé, notre éducation, de vérifier si nous sommes conformes aux normes, en appliquant la doctrine que la Boétie avait bien expliquée de la jouissance de l'esclavage, qui s'explique très bien par toute une idéologie qui est en train de se mettre en place. Ah, il ne faut pas grossir parce que c'est mauvais pour la santé. Ah, il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour... Toutes choses vraies. Il faut mieux se former parce que c'est la meilleure façon de vous intégrer. Toutes choses vraies. Mais en même temps, par ces technologies-là, si on n'y prend pas garde, nous donnons des données à des gens qui vont nous les revendre sous forme de primes d'assurance. Les maîtres de demain, c'est l'alliance entre les agrégateurs de données et les compagnies d'assurance, qui d'ailleurs, dans les sociétés anciennes, s'appelait dictature. C'était l'État qui agrégeait les données et c'était l'État qui faisait l'assurance sous forme d'une assurance sécurité sociale ou d'une assurance militaire. Mais on a cette bataille entre des assureurs agrégateurs de données privés et des assureurs agrégateurs de données publiques qui sont en train de se battre sur la propriété de nos données. Surtout d'ailleurs nous, Européens, dont on nous rabat les oreilles, sur lequel c'est formidable de donner de données, de créer les conditions d'avoir un Internet des objets, qui nous permet de donner de données, c'est tout. Internet des objets va nous permettre de donner à qui? À ceux qui vont les agréger, pour nous les revendre. Extraordinaire. Nous nous donnons pour nous faire vendre. Et donc nous entrons dans une logique que j'ai décrite depuis longtemps et qui malheureusement se réalise jour après jour davantage, de surveillance, d'hypersurveillance et d'autosurveillance, où on va nous amener progressivement à nous surveiller nous-mêmes, comme condition d'appartenance à la norme, jusqu'à ce qu'on ait le courage d'y échapper, ce qui est, à mon avis, la grande bataille de demain. Mais il faut bien comprendre que c'est ça. La logique de cette machine est une machine à nous soumettre à un pouvoir qui est celui qui voudra nous définir des modèles de réussite, puisque les primes d'assurance diront ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et puis sinon on n'est pas assuré, on n'est pas couvert, on n'est pas dans le norme. D'où l'importance de définir soi-même son modèle de réussite. D'où l'importance aussi de comprendre que ce qui se joue en ce moment, c'est aussi cette bataille entre les mécanismes de répartition de la rareté par la puissance publique en tant que bien public et les mécanismes de répartition de la rareté par les biens privés, par le marché. Pendant très longtemps, ces mécanismes étaient compatibles. Le marché renforçait la démocratie renforçait le marché. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est que le marché a l'emporté sur la démocratie. Le marché est mondial, la démocratie ne l'est pas. Et on a beau essayer, tant bien que mal, à créer une démocratie européenne, on n'y arrive pas encore. On a beau essayer, tant bien que mal, de créer une démocratie mondiale, pas question. Ah si, il y a une incidente qu'on appelle le traité transatlantique, qui se veut un traité. Bon, et quand on regarde ce traité, c'est quoi? C'est une généralisation du marché avec comme règle de droit la règle de droit décidée par le marché. Ah, il se trouve qu'il est américain. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas américain, parce que les entreprises en question ne sont plus américaines. Elles sont des entreprises. Elles jouent le marché contre les États, y compris contre l'État américain. Et donc c'est le marché qui est en train de l'emporter contre la règle de droit. Et ça ne marche pas. Toute la théorie économique, qu'elle soit la théorie économique libérale ou toutes les autres, est au moins d'accord sur un point. Toute économie de marché sans régulateur aboutit à une sous-allocation des facteurs. En clair, à la déflation et au chômage. Donc, nous sommes dans une société qui, parce que le marché est général, sans règle de droit, parce que cette nouvelle technologie le permet, conduise progressivement à un système relativement totalitaire, qui ne va concerner qu'une petite partie de la population de la planète, dont nous, parce que nous sommes capables d'avoir accès à ces machines et qu'on aime bien ce genre de processus, mais sans que nous soyons encore capables de créer les conditions de résister et de mettre en place une norme de droit qui soit d'abord une norme de droit européenne pour y faire face, pour se réapproprier nos données, et idéalement, dans le contexte d'un traité atlantique, que j'approuve pour l'essentiel, mais dans lequel la clé, c'est que le traité atlantique applique une règle de droit qui ne soit pas la règle de droit décidée par les entreprises, mais une règle de droit décidée démocratiquement. Et pas par une cour d'arbitrage, qui, une cour d'arbitrage, est tout naturellement soumise simplement au bon vouloir des entreprises et pas démocratiquement. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un discours idéologique pur. Je suis convaincu que si nous ne faisons pas ça, le marché s'effondrera. On ne tiendra pas.
on ne conservera pas l'économie de marché si l'économie de marché ne s'équilibre pas par une règle de droit. Parce que sans règle de droit, le marché ouvre le droit, ouvre la place au marché illégal, puisqu'il n'y a pas de règle de droit, et au marché criminel. Et on voit déjà se développer les formes criminelles de tout cela. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? L'assurance, c'est « je vous protège contre une prime ». Dans l'économie illégale, ça s'appelle le racket. Eh bien, le racket, c'est la forme illégale de l'assurance. Et on peut voir beaucoup de parallèles. Qu'est-ce que c'est que la distraction? La distraction qui nous permet de ne pas voir la mort et donc pas voir le temps, c'est l'industrie majeure. Les deux industries majeures, c'est l'assurance et la distraction. Mais dans la distraction, il y a la distraction légale, puis il y a la distraction illégale, qui sont les activités de drogue et autres choses qui vont avec. C'est ça qui est en train de se mettre en place progressivement. Tous ces gadgets technologiques ne sont qu'une tentative de mettre de l'ordre, de maîtriser cela au bénéfice de grandes entreprises qui s'approprient les données. C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas pour rejeter ces technologies, ce n'est pas pour rejeter ces entreprises, c'est pour comprendre l'importance de l'équilibre politique. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette priorité qui est donnée à la technologie, cette priorité qui est donnée à l'instant, cette priorité qui est donnée au marché, c'est-à-dire à la liberté permanente de changer la vie, nous amène à une situation d'une extrême instabilité, d'une extrême précarité, où plus personne ne se sent stable, où il n'y a plus de contrat, où rien n'est respecté. Et dans ce cas-là, il se passera ce qui s'est passé à chaque fois dans l'histoire. C'est que quand la démocratie est incapable de répondre aux besoins, la dictature revient. Ça s'est passé 1000 époques depuis que l'idée de démocratie existe. Et ce qui nous menace aujourd'hui, si on n'est pas capable de réinstaurer dans la démocratie une valeur de long terme, une valeur éthique, une conception de la société, une vision qui protège les hommes dans leur capacité de définir leur destin, si on se laisse emporter par un Internet des objets et autres technologies qui nous dicteront notre vie contre des primes d'assurance, alors on ne fera pas cet Internet des objets. Mais on foncera dans des dictatures, qu'elles soient écologiques, fondamentalistes, religieuses, ou pire encore, quand elles seront l'alliance des deux. Alors que pourtant, ces technologies, si elles sont mises à notre service, si on reprend l'exemple de la musique, si au lieu de servir à nous dire ce qu'on a le droit de consommer par musique, parce que c'est ça qui ressemble le plus à nos goûts antérieurs et qu'on a le droit de les acheter, mais si elles nous permettent au contraire d'inventer des instruments de musique, de composer de la musique, de l'échanger avec les autres, nous aurons un monde meilleur. Et c'est ça, à mon avis, qui est plus important que les enjeux technologiques. Je vous remercie. Merci Jacques Attali. Alors, je sais que vous devez... 5 minutes. Vous avez 5 minutes? Oui. Eh bien, restez avec nous. Mais on va accueillir peut-être tout de suite nos deux intervenants suivants. Donc, je vous remercie d'accueillir Clara Guémard, qui est la PDG de General Electric France, et Jean-Marc Daniel. Voilà, je vais vous laisser vous installer par ici. Alors... Et Jean-Marc Daniel, donc économiste, professeur à l'ESCP, et qu'on a l'habitude d'entendre aussi sur BFM chaque matin à 7h20 pour une leçon d'histoire et d'économie. Bonsoir à tous les deux. Alors peut-être, parce que Jacques Attali, on va avoir ensuite un entretien avec Clara et Jean-Marc dans un instant. Peut-être si vous avez 2-3 questions auxquelles Jacques Attali pourra répondre ou l'un de nos intervenants. Enfin, manifestez-vous si vous avez... non seulement de faire des études d'ingénieur, mais aussi de poursuivre par une formation en économie. Et je suis personnellement très surpris par le discours de Jérémy Rifkin, mais sur un autre axe que celui de Jacques Attali, qui est celui en fait de la disponibilité des ressources. Parce qu'aujourd'hui, en fait, outre les discussions qu'on peut avoir concernant l'énergie et les horreurs parfois que j'ai pu entendre en ce qui concerne la gestion de l'énergie distribuée, je pense qu'il y a un gros débat sur l'accessibilité d'une part des métaux, avec des grands métaux qui sont de plus en plus rares et à horizon de quelques décennies, qui ne permettront pas forcément de mettre en place toutes les capacités de calcul en fait, prévues par Jérémy Rifkin. Et le deuxième problème étant celui de la consommation d'énergie en elle-même. Lorsqu'on regarde, en fait, je ne sais pas si Jérémy Rifkin a déjà visité un data center, mais lorsqu'on regarde la consommation électrique
des réseaux telco. On est passé de 7% en 2008 à 11% de l'électricité totale mondiale en 2012 et bientôt 20% en 2020. Et je me posais la question de savoir si justement, dans ce contexte-là, le modèle lui-même proposé par Jérémy Rifkin était viable. Jacques Attali. Non, ça fait partie des innombrables problèmes. Je ne crois pas que la rareté matérielle restera durablement un problème. On voit toujours qu'elle est reportée plus loin par des nouvelles technologies. Elle est toujours surmontée. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, vous avez raison, le coltan, par exemple, c'est évidemment une contrainte, mais je pense que on peut faire le pari que ce n'est pas ça qui va être le point bloquant. Peut-être un mot là-dessus, Clara Guémard, vous êtes évidemment dans le monde de l'énergie, donc par rapport à ce qu'a dit Jérémy Rifkin et sur ce manque des ressources énergétiques. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit, c'est peut-être pas forcément pour répondre sur votre question, mais ce qu'a dit Jérémy et ce qu'a dit Jacques, avec un constat qui est assez simple, c'est que c'est vrai que l'économie se digitalise et donc elle se dématérialise. Et donc on a tous une vision complètement fausse de ce que sera l'avenir. Parce que d'abord, on ne le connaît pas. D'ailleurs, si on revient 5 ans en arrière, est-ce que quelqu'un aurait été capable de dire tous les usages que vous pouviez... Je parle de 5 ans en arrière. Tous les usages que vous pouviez faire sur votre téléphone portable, non seulement pouvoir acheter des billets d'avion, mais pouvoir régler à distance la production d'un site industriel. Enfin, les applications qui sont possibles sur un téléphone portable, je ne pense pas qu'aucune personne aurait pu les imaginer, les concevoir il y a 5 ans. Donc on ne sait pas, on n'a jamais autant de data et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais il y a surtout un élément qui est extrêmement important et qui change la donne, c'est que aujourd'hui, ceux qui devraient nous aider à comprendre l'avenir, que sont les économistes ou que sont les statisticiens, sont les plus démunis parce que je prends souvent l'exemple du fait qu'ils sont comme si ils regardaient le ciel avec un stéthoscope de sous-marin et qui disait qu'il y avait moins d'étoiles. Pourquoi ? Parce que avec le PIB qu'on a aujourd'hui, avec un montant équivalent aujourd'hui d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, on a accès à beaucoup plus de choses. On peut voyager beaucoup moins cher, on ne fait plus la queue à la SNCF quand on veut acheter un billet, on a accès à des machines qui vous guérissent beaucoup plus vite. Lorsque on fabrique, chez General Electric, on fabrique un mammographe qui permet de diagnostiquer beaucoup plus tôt le cancer, dans le PIB, ça va être calculé comme un coût de la machine, mais le bénéfice qui est que la personne va pouvoir être soignée beaucoup plus tôt, continuer à travailler, avoir une vie plus longue, avoir un traitement plus court, n'est absolument pas calculé. Et donc on est face aujourd'hui à une situation où on ne sait même pas quantifier et observer l'existant. Et donc on vit dans une situation où on a le sentiment que la mutation, la transformation dans laquelle nous vivons nous entraîne dans un état de crise et de longueur et de permanente, alors qu'en réalité, certes, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, si on calcule le PIB comme on calculait autrefois, le PIB stagne, il n'y a pas la croissance qu'on attend, mais en réalité, les bénéfices, l'usage que nous avons aujourd'hui pour un même PIB sont bien plus grands que ceux qu'il y avait il y a 5 ou 10 ans. Alors pour répondre à la question de la rareté, je pense que la rareté a toujours été, à toutes les époques, a été un des moteurs de la croissance. La rareté des terres a fait qu'on s'est amélioré dans l'agriculture. La rareté de la fabrication des biens a fait qu'on s'est lancé dans l'industrie. Donc la rareté est un moteur de la croissance, de l'inventivité, de la création, qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, comme le dit Jacques, on aboutit à moins de rareté dans un secteur. Donc voilà, je pense que la rareté est une donnée qui nous permet d'être plus créatifs, plus inventifs pour l'avenir. Bonsoir.
Alors Jean-Marc Daniel réagit. Oui, non, je voudrais juste réagir parce que dans l'histoire du coût marginal nul, il y a une référence à la théorie économique classique et néoclassique. Et je suis assez surpris qu'on n'aborde pas ce véritable problème. C'est-à-dire que la construction intellectuelle faite par Jeremy Rifkin repose sur l'idée que le prix est égal au coût marginal parce que ça maximise le profit. Bon, ce résultat qui est mis en avant suppose qu'il y ait des hypothèses en amont. Et donc le véritable enjeu, c'est la validité de ces hypothèses. Or, jusqu'à présent, on n'a pas évoqué ces hypothèses. Une de ces hypothèses fondamentales, c'est qu'il y a des rendements décroissants. Le véritable enjeu pour moi, ce n'est pas la rareté, c'est le rendement décroissant qui est une traduction de cette forme de rareté. Ce n'est pas la rareté des terres qui est en jeu. Ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on met des terres en culture, ces terres sont de moins en moins fertiles. Et donc tout le débat de la théorie économique du début, que ce soit les physiocrates ou les classiques, c'est comment est-ce que vous avez cette course permanente entre le progrès technique et le rendement décroissant. Avec un élément déterminant dans le rendement décroissant, c'est que l'homme est un rendement décroissant. Donc le véritable enjeu dans ce que raconte Rifkin, c'est est-ce qu'on est passé d'une économie à rendement décroissant à une économie à rendement constant ou à rendement croissant? Est-ce que les nouvelles technologies, et donc là je rejoindrai plutôt Jacques Attali, il y a encore énormément de choses dans notre vie quotidienne qui sont sur des activités économiques à rendement décroissant. Les terres restent à rendement décroissant. L'infertilité moyenne, ce n'est pas la rareté, encore une fois, des terres, c'est la comparaison permanente qu'il y a entre la première terre que l'on met en culture et la dernière terre que l'on met en culture. Et ces dernières terres que l'on met en culture, elles sont toujours hiérarchisées. On l'a dit, on va avoir un enjeu autour de la Sibérie, parce qu'on va passer d'une terre qui était une terre peu fertile à une terre nouvellement fertile. Donc l'enjeu, c'est véritablement pour moi la capacité de définir ce modèle par rapport au rendement décroissant. Parce que si on a un rendement croissant, le coût marginal n'a absolument aucune importance. Le coût marginal a une importance parce que quand on calcule la dérivée du profit, si on est à rendement décroissant, c'est celle qui permet d'avoir le maximum de profit. Mais si on n'est plus dans cette hypothèse, le raisonnement explose littéralement, donc on passe à autre chose. Donc on ne parle plus de coût marginal. À partir de ce moment-là, on parle sur un autre modèle. Et je crois que le véritable enjeu, c'est de définir qu'est-ce que c'est que le modèle d'une économie à rendement croissant et quelle est la part de l'économie à rendement croissant dans l'économie que nous vivons. La deuxième remarque que je ferai par rapport à ce qui a été dit, c'est que sur l'énergie, effectivement, l'énergie est... je pense effectivement, comme l'a dit là aussi, comme vous l'avez dit Jacques Attali, je pense que l'énergie est moins rare qu'on ne le croit. Et ce qui me frappe là aussi, c'est que si on regarde la théorie économique et si les tout premiers économistes, les physiocrates, qui avaient repéré l'histoire des rendements décroissants, et dont la réponse au rendement décroissant, c'est la concurrence. Et donc un des enjeux aussi, c'est qu'est-ce que l'économie moderne va mettre en concurrence et quels sont les secteurs qui vont tomber dans le secteur concurrentiel. Mais leur grande obsession, c'était de dire, je raconte toujours cette histoire, c'est que le véritable enjeu, c'est l'énergie et la capacité à avoir une énergie qui elle-même cesse d'être à rendement décroissant. Le charbon, c'est l'énergie d'hier, il est à rendement décroissant parce que plus on prolonge la mine, plus on a coûté, plus ça coûte cher pour aller chercher le charbon. L'énergie de demain, c'est l'agriculture et elle est à rendement décroissant. La véritable énergie qui est à rendement constant et qui est le véritable enjeu, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Et l'énergie d'aujourd'hui, c'est le soleil. Donc Jeremy Rifkin nous a dit, le soleil, on l'a, le vent, il n'envoie pas sa facture. Mais quelle part ça représente dans notre vie quotidienne? D'abord, le vent, il souffle jamais au moment où il devrait souffler. Et puis, évidemment, il n'envoie pas sa facture, mais il représente quoi dans notre vie quotidienne? Alors, pour conclure là-dessus, lorsque d'Alembert est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie, Mirabeau, qui était le grand économiste de l'époque, lui avait envoyé une lettre en lui disant « On a besoin du soleil d'aujourd'hui parce que c'est là qu'on sera véritablement dans une économie à rendement non décroissant. » Et d'Alembert lui dit « Donnez-nous 25 ans. » Mais on n'a toujours pas le soleil, hein. On n'a toujours pas le soleil. On est toujours à rendement décroissant sur l'énergie. Donc, juste pour moi, c'est important dans tous ces rendements décroissants, et je pense encore, et là je vous rejoins, Jacques Attali, je pense encore qu'on est dans une économie où l'essentiel est à rendement décroissant, et donc le coût marginal va encore jouer un rôle dans notre vie au quotidien, ne serait-ce que parce que l'homme est à rendement décroissant. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais. Merci Jean-Marc. Madame, vous aviez une question? Oui, bonsoir. Donc ma question s'adresse plus particulièrement à Jacques Attali. Je travaille dans le secteur des assurances. Et voilà. Vous l'avez beaucoup évoqué dans votre exposé. Et j'aurais aimé que vous nous fassiez part de votre vision du secteur qui, j'imagine, est plus large que l'assurance telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui.
Oui, enfin, c'est peut-être pas le lieu ici, mais j'ai expliqué depuis longtemps dans plusieurs de mes livres que les deux grands secteurs de demain, c'était l'assurance et la distraction, et que l'assurance renvoyait à la santé et l'éducation, et la distraction revenait à l'éducation. Donc les deux grands secteurs, c'est assurance, santé, distraction, éducation. C'est ça les secteurs qui vont être absolument déterminants dans l'économie de demain. Et l'assurance, la grande question, c'est de savoir si elle va être mondialisée et privée, et donc individualisée, avec le risque d'être sans mutualisation, c'est-à-dire chacun pour soi, qu'on nous vendra en disant c'est une assurance sur mesure. Mais sur mesure voudra dire qu'il n'y a plus de solidarité et il n'y a plus de mutualisation des risques, ce qui est la tendance naturelle, normale, ce n'est pas une critique, c'est la tendance naturelle des choses. Ou si on va continuer, dans certains cas, d'avoir des assurances avec une mutualisation, et c'est toute la grande discussion entre savoir si c'est le marché qui l'emporte ou si c'est la démocratie, c'est-à-dire si c'est une assurance individuelle ou une assurance de groupe liée à un territoire, une conception commune du monde et du destin. C'est pour ça que l'assurance est un enjeu si important. Mon intuition, c'est que les démocraties ne vont pas être capables d'imposer des règles et que les assurances vont devenir de plus en plus les maîtres indépendants. Et la question de savoir, c'est un petit peu de savoir, est-ce que les banques vont se faire avaler par les telcos ou les telcos par les banques? Dans les assurances, c'est est-ce que les compagnies d'assurance vont se faire avaler par les gestionnaires de données, ou est-ce que c'est les gestionnaires de données qui vont être avalés par les compagnies d'assurance? Mon intuition, c'est que c'est quand même les banques qui vont aller avaler les telcos et les compagnies d'assurance qui vont avaler les gestionnaires de données. Mais c'est des grandes batailles qu'il va falloir suivre maintenant. Je dois partir malheureusement dans 5 minutes. J'ai dit tout à l'heure que la chose la plus rare, c'était le temps. Vous êtes temps pour une dernière question? Oui. Alors, une dernière question. Je ne sais pas où est le micro. Le micro est là, voilà. Bonsoir, Kamal Gaka, en fait, je suis consultant indépendant et ayant fait les études d'ingénierie et aussi de business, j'ai une question particulièrement à M. Attali. Déjà, merci de nous cadrer vis-à-vis les discours de M. Rifkin. En fait, vous avez bien décrit la partie que, par exemple, la politique doit jouer pour éventuellement bien encadrer le développement futur. J'ai juste une question, en fait, vis-à-vis de la politique à venir et vis-à-vis des gouvernements, soit à droite ou à gauche. Qu'est-ce que vous, ayant déjà autant d'expérience dans l'industrie, dans le gouvernement, qu'est-ce que vous allez conseiller pour que le rendement vis-à-vis du public, en termes de développement, soit le maximum possible, en fait, pour les entreprises? Voilà. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment et qui est connu, c'est ce que nous appelons la société positive ou l'économie positive, c'est-à-dire une société qui prendrait en compte l'intérêt des générations suivantes. Et le grand débat, la grande difficulté, nous travaillons ensemble là-dessus, dans un groupe de travail qui a remis un rapport sur le sujet, c'est comment l'entreprise, qui est sous la tyrannie du cours de bourse, du court terme, peut-elle intégrer le long terme, et comment la démocratie, qui est sous la contrainte des sondages d'opinion, peut-elle intégrer le long terme. Et si le marché et la démocratie n'introduisent pas le long terme, ils seront remplacés par la dictature. Et cela suppose toute une série de réformes, et ce n'est pas le lieu de les exposer ici en détail. Mais c'est le grand enjeu, je crois, des années qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jacques Attali, on peut vous applaudir. Merci d'avoir été parmi nous ce soir.